Alors bonjour, maintenant on va s'entretenir avec notre prochain conférencier au sujet des phases de cycle de vie d'une organisation, en fait, d'un regroupement, d'une association. Et pour ce, je rencontre Laurent Morisset, détenteur d'un MBA, qui est à la tête de C4 Communications et d'OBNL 360. Laurent, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Premièrement, les fameuses phases de vie d'une organisation, quelles sont-elles? L'idée derrière ça, c'est de faire comprendre que les organisations, principalement aujourd'hui, les regroupements, ont différentes phases, passent par différentes phases. Donc, la création de l'organisation. Ensuite de ça, une phase de développement. L'organisation va se mettre en mode de développer des infrastructures pour supporter ce qu'elle a créé. Ensuite, elle va se mettre en mode de croissance. Donc là, souvent, le regroupement, l'association, elle va se mettre à avoir une croissance au niveau de ses membres, une croissance au niveau de la taille de son organisation, une croissance au niveau de ses opérations. Et il y a deux derniers cycles, deux dernières phases qui sont la phase de maturité, où souvent on voit que les organisations là-dedans sont en train de, tranquillement pas vite, s'installer dans un statu quo ou développer ou se mettre en mode de développement d'innovation. Il y a plusieurs manières de voir ça. Et la dernière phase, c'est la phase de déclin. La prétention très humble que j'ai, c'est que les gestionnaires d'associations qui étaient là aujourd'hui ont tout avantage à comprendre à quoi servent ces phases-là, quelles en sont les caractéristiques, puis particulièrement, à chaque fois que tu passes d'une phase à une autre, il y a des crises. Puis quelles sont les caractéristiques de ces crises-là? C'est ce qui est intéressant, là, de savoir des phases. C'est ce qui est intéressant parce que les crises. Ces crises-là, tu as fait raison, ces crises-là peuvent engendrer des différents besoins au niveau du leadership, peuvent engendrer différents besoins au niveau opérationnel, peuvent engendrer différents besoins au niveau communicationnel. Puis, dans chacune de ces phases-là, dans chacune de ces crises-là, bien, je pense que le gestionnaire se doit de voir s'il est la meilleure personne pour passer à travers cette crise-là. Et est-ce qu'il y a le meilleur conseil d'administration pour passer à travers cette crise-là? Un gestionnaire qui est en phase dont l'organisation est en phase de maturité, puis les choses vont relativement bien, mais qu'on s'enligne tranquillement vers le déclin, est-ce qu'il est la meilleure personne pour revenir à la croissance? Ça peut être un bon outil pour regarder ces choses-là. Ah, c'est intéressant. Puis, dans le fond, de gérer le changement, c'est des outils pour gérer le changement aussi. La transition. Oui, c'est des outils qui permettent de faciliter, je vais dire ça un peu différemment. Mais ton attention est très bonne. C'est super valorisant. Merci, Laura. Automatiquement pour gérer le changement. Mais je pense que c'est un bon outil d'anticipation du changement. Ah. C'est un bon outil qui permet d'avoir une lecture, je dirais, plus macro de la situation, donc de pouvoir avoir du recul. Puis ensuite, bien, il y a plein de mécanismes en gestion de changement qui peuvent se mettre en place dans ces crises-là. Mais je pense que c'est très important, pas bien important, c'est très important que les CA puis que les gestionnaires se mettent à la page et essaient de comprendre dans le milieu corporatif ou dans le milieu de la gestion des produits. On fait tous ça. Là. On comprend que le cycle d'un produit, ça va du lancement jusqu'à son déclin, puis on met à chacune de ces étapes qu'un produit va vivre des stratégies marketing différentes. Bien, les organisations, les regroupements ne sont pas à l'abri de ça, puis devraient prendre ça en considération. Et justement, comment on fait pour faire prendre conscience au CA de ces différents cycles de l'organisation, puis des crises qui peuvent arriver? Ça, c'est difficile, parce que faire prendre conscience de quelque chose à un CA... Non, c'est une blague. Je pense que l'outil peut permettre ça. Parce que l'outil permet de... Je vais prendre un exemple. Là. Disons qu'un gestionnaire considère son organisation à pleine croissance. Okay? Le CA aussi, donc plus de membres, des revenus de commandite supérieurs, un début d'implantation d'un CRM, un site web qui est vraiment bien. Puis on sent que l'organisation s'en va vers une transition vers la maturité. Bien, ce n'est pas tous les gestionnaires qui sont bons pour passer d'une croissance à une maturité. Bien, je pense que d'utiliser le cycle de vie, donc de regarder où est-ce qu'on en est, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans chacun des cycles de vie, bien, ça peut être un bon indicateur pour voir si on a la bonne personne. Puis aussi, est-ce qu'on a le bon CA? Est-ce qu'on a le bon CA? Parce que c'est pas juste de regarder tout à travers la lorgnette du CA qui regarde le gestionnaire. C'est aussi le CA, il faut qu'il se regarde, il faut qu'il se dise, est-ce que nous, on a les meilleures compétences pour aider notre gestionnaire à passer d'une phase de développement à une phase de croissance? Puis je pense que si les deux se regardent, le gestionnaire et le CA,
Ils vont trouver des réponses. Ils vont trouver des réponses, puis ils vont peut-être décider d'aller chercher d'autres joueurs clés, justement, pour... D'autres joueurs clés ou d'aller chercher de l'aide extérieure pour évaluer ces choses-là. Mais tu sais, c'est un concept qui n'existe pas, là, le cycle de vie des regroupements. Moi, d'où ça vient, tout ça, c'est que ça vient d'un intérêt du cycle de vie des organisations. Oui. On a un chercheur extraordinaire au Québec qui s'appelle Henry Midsberg à McGill, qui a beaucoup réfléchi sur comment les organisations grandissent, se construisent, se défont. Fait que j'ai pris un peu tout ça, j'ai structuré une bibliographie, puis ça a permis de donner des éléments qui, aujourd'hui, peuvent correspondre à des gestionnaires d'associations ou de regroupements. Mais tu sais, je peux associer ça demain matin relativement aisément à un OBNL qui n'est pas un regroupement. Parce qu'un OBNL qui ne serait pas un regroupement passe aussi par des phases comme celle-là. Donc, il y a des parallèles à faire avec les autres types d'OBNL, finalement. Tout à fait. Il y a des parallèles à faire avec tout type d'organisation. Spécifiquement, où est-ce que j'en suis, moi, tu sais, après, j'ai fait, comme je te disais, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur comment créer un hub de créativité, d'innovation pour les gestionnaires dans le milieu des OBNL au Québec. Ce qui était très audacieux. Bien, je ne sais pas si c'était audacieux, mais en tout cas, il faut aimer les OBNL. Oui, c'est beaucoup. Puis, je vois que cette notion de cycle de vie-là, adaptée à la réalité des OBNL, je pense que je peux aider des regroupements à mieux se retrouver. Donc, c'est un outil que, oui, je pense qu'il peut être très puissant. Qui doit continuer à être adapté, à être travaillé. Mais si quelqu'un, demain matin, tape dans Google le cycle de vie des regroupements, il va me trouver moi, je pense. Ah! Ben, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas indexé. Mais bon. Ben déjà, peut-être. Je serai peut-être un jour très connu à cause de ça. Voilà. Oui, avec ce modèle adapté au regroupement. Adapté de plusieurs grands de Midsberg. Et voilà, entre autres. Mais comme gestionnaire, ce serait quoi les gestes à faire, justement, pour se sortir la tête de l'eau, pour faire progresser son organisation? Bien, ça dépendrait de la phase dans laquelle le gestionnaire se retrouve. Tout à fait. Oui. Je dirais que c'est difficile d'établir une norme. Mais ce que je commence à réaliser de plus en plus en étudiant des gestionnaires, en étudiant des hubs, en étudiant des regroupements, c'est que beaucoup de regroupements essayent de faire du one size fit all. En bon français, convient à tout le monde. Convient à tout le monde. Convient à tout le monde. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils se disent, bien, notre gestionnaire qui a commencé l'association il y a 15 ans, c'est parfait, elle va nous amener à la maturité. Non, c'est peut-être pas ça non plus. Puis si ces gens-là avaient un réflexe plus corporatif, plus business, ils se diraient, ça se peut pas. Ça se peut pas que le skill set de quelqu'un qui est dans l'énergie de la création des entreprises soit la même personne qui peut nous amener au volet maturité de l'entreprise. Tu sais, ça marche pas ensemble. Tout comme quelqu'un qui est très bon pour gérer du déclin est probablement pas la meilleure personne pour gérer de la maturité d'entreprise. Tu sais. C'est des aptitudes. C'est des aptitudes, c'est des leaderships différents. Différents, oui. Puis, c'est des approches différentes. Fait que je ne peux pas te donner quelque chose de général, mais je pense que d'avoir une meilleure compréhension de où se situe une organisation par rapport à son cycle de vie, clairement, ça peut faciliter la capacité de trouver le bon leader ou les bons leaders pour le faire. Puis, ça peut permettre aussi aux ressources humaines de développer peut-être les meilleures compétences qui les permettent de passer à une autre étape. C'est bien dit. Peut-être aussi, je ne sais pas, vous me corrigerez, d'avoir l'humilité aussi de reconnaître des fois qu'on n'est peut-être pas la meilleure personne et d'aller chercher de l'aide. Je pense que peut-être que ça peut être un élément clé aussi dans cette transition-là. Je pense que, de toute manière, l'humilité, c'est toujours très gagnant. Oui, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Puis, mais non, mais oui, ça peut être facile. Il faut juste se casser les dents une couple de fois, puis l'humilité rentre. Mais je pense que vous avez raison. Au-delà de l'humilité, si la personne peut comprendre le concept, s'approprie le concept, l'idée derrière ça, bien, elle peut avoir la capacité de porter un regard différent et de se dire, oui, je suis ou je ne suis pas la bonne personne. Elle peut aussi se dire, j'ai ou je n'ai pas le bon conseil d'administration pour m'amener à la prochaine étape. Aussi. Parce que tu peux avoir un conseil d'administration extrêmement vieillissant, n'étant pas du tout ouvert aux nouvelles technologies, ne comprenant pas quelles sont les réalités d'innovation, puis toi, tu es un gestionnaire dont le mandat est d'amener l'organisation en croissance. Il va y avoir un problème. C'est sûr qu'il va y avoir un problème à quelque part à un moment donné. Alors, ça permet aux deux côtés de se regarder, je pense. Ça leur donne un outil de plus. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'outils de plus pour se regarder. Comme gestionnaire, tu peux avoir ton évaluation. Les conseils d'administration d'OBNL essayent de s'évaluer autant que faire se peut. Mais là, tu peux avoir un outil d'arrimage intéressant.
Donc, si on se pose des questions par rapport à nos phases de vie dans l'organisation et aux crises qu'on pourrait traverser, on peut aller vous poser des questions. On peut aller me poser des questions. Contacter. On me contacte. Je ne sais pas si j'ai... Tu sais, mes coordonnées, vous allez sur le site Internet de... C4 Communication. C4 Communication ou au BNL 360. Puis vous allez trouver les coordonnées, vous m'appelez. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je peux aussi probablement vous partager un peu là, un one-pager ou un white paper là-dessus sur lequel j'ai travaillé, que je vais remettre aux participants. Et puis, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait un plaisir. Vraiment passionnant. Vous êtes... Ça prend du bon café, mais c'est passionnant. Ben oui. Sur ce, merci Laurent. Merci beaucoup.